RDC, le candidat de l'opposition Félix Tshisekedi est rentré ce mardi à Kinshasa pour lancer sa campagne avec son allié Vital Kamerhe. Le leader de l'UDPS a promis dès son retour la victoire à l'élection présidentielle. Au Zimbabwe, le principal dirigeant d'opposition Nelson Chamisa a nié lundi toute implication dans les violences post-électorales du 1er août dernier après l'annonce de la victoire d'Emmerson Mnangagwa lors de la présidentielle. Et puis au Nigeria, le président Muhammadu Buhari est attendu demain mercredi à Maiduguri dans le nord-est du pays où il devrait procéder à l'ouverture de la conférence annuelle de l'état-major des armées. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. En République démocratique du Congo, le candidat de l'opposition Félix Tshisekedi est rentré ce mardi à Kinshasa pour lancer sa campagne avec son allié Vital Kamerhe. Le leader de l'UDPS a promis dès son retour la victoire de leur ticket à l'élection présidentielle prévue le 23 décembre prochain. Les militants de l'UDPS et de l'UNC sont venus par milliers les accueillir à la sortie de l'aéroport de Ndjili. Rappelons que les deux hommes ont scellé une coalition vendredi dernier à Nairobi avec un accord sur le partage des postes en cas de victoire. Félix Tshisekedi, président, Vital Kamerhe, premier ministre. Je vous propose à présent d'écouter un extrait des premières déclarations des deux alliés Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe à leur descente à l'aéroport de Ndjili. Je crois que vous avez vu les derniers sondages d'un institut très sérieux américain qui nous place, Vital Kamerhe et moi, en tête des intentions de vote avec plus de 50% de ces intentions-là. Avec les ralliements que nous allons occasionner, je crois que nous dépasserons ou nous atteindrons carrément les 60% de l'électorat. Nous respectons le point de vue de chacun, mais nous avons tous le même objectif, apporter l'alternance le 23 décembre 2018. Nous sommes fatigués de voir notre peuple souffrir. Nous irons aux élections avec ou sans machine à voter. Restons en République démocratique du Congo où le désistement du leader de l'UNC Vital Kamerhe pour soutenir la candidature de Félix Tshisekedi à la présidentielle du 23 décembre prochain lui a valu les éloges de la part de ses partisans et de ceux de l'UDPS. C'était à travers un communiqué conjoint dans lequel ils ont salué son sens de l'humilité. Reportage Yeyette Mavinga. La coalition électorale vient de voir du jour au sein de l'opposition. Elle s'appelle CAP pour le changement. Les déconcertations ayant eu lieu à Nairobi entre les deux leaders de l'opposition, Vital Kamerhe et Félix Tshisekedi. Le point saillant du dit accord n'est autre que le désistement de Vital Kamerhe au profit de Félix Tshisekedi. Le leader de l'UNC s'est engagé à soutenir la candidature du président de l'UDPS à la présidentielle du 23 décembre. Une attitude qui a valu au président de l'UNC des encouragements et des félicitations tant des militants de l'UDPS que de son propre parti politique, comme en témoigne le communiqué conjoint signé par les deux partis au lendemain de l'accord de Nairobi. L'UDPS et l'UNC félicitent les présidents Vital Kamerhe et Félix Tshisekedi pour leur sens élevé de l'intérêt général et rend hommage appuyé au président Kamerhe pour son humilité, traduite par son désistement en faveur du président Félix Tshisekedi, afin de maximiser les chances de l'alternance dans notre pays. Par ailleurs, l'UDPS et l'UNC gardent leurs mains tendues pour une coalition plus large à l'endroit de toutes les forces politiques et sociales acquises au changement. Toutefois, Vital Kamerhe et Félix Tshisekedi ont déclaré garder leurs mains tendues pour une coalition plus large à l'endroit de toutes les forces politiques et sociales acquises au changement. En attendant, les jeux restent ouverts.
Au Zimbabwe, le principal dirigeant de l'opposition Nelson Chamisa a nié lundi toute implication dans les violences post-électorales du 1er août dernier après l'annonce de la victoire d'Emmerson Mnangagwa à l'élection présidentielle. 6 personnes avaient été tuées et plusieurs blessées dans des affrontements durant lesquels l'armée, on se souvient, avait notamment ouvert le feu sur des manifestants. Les images. 6 personnes avaient été tuées et plusieurs blessées dans des affrontements post-électoraux lors de la dernière présidentielle qui a consacré l'élection contestée d'Emmerson Mnangagwa dès le premier tour avec 50,8% des suffrages. Des affrontements au cours desquels l'armée avait notamment ouvert le feu sur des manifestants. Interrogé par une commission d'enquête sur les violences post-électorales du 1er août, Nelson Chamisa, qui dirige le mouvement pour le changement démocratique, a nié que les victimes aient été attaquées par ses partisans. L'opposant a surtout rappelé que son parti avait souvent été, par le passé, victime de la violence d'État. Nelson Chamisa a assuré que les membres du MDC qui avaient été arrêtés ce jour-là n'avaient pas participé aux manifestations, mais s'efforçaient de compiler les résultats du vote qui s'est déroulé le 30 juillet. Nous n'avons pas d'armes. La seule arme en notre possession est la Constitution. La Constitution est notre arme. C'est pourquoi nous allons toujours dans les instances constitutionnelles pour essayer, accommoder et traiter nos problèmes. Mes mains sont propres. Ma conscience est claire. Mes résolutions sont indéfectibles. Mon cœur est pur. Ces mains que vous voyez n'ont jamais versé de sang. L'opposant a réaffirmé qu'il était convaincu d'avoir largement remporté l'élection et demandé la comparution du président devant la commission d'enquête pour l'interroger sur la décision de déployer des militaires dans la rue. La commission instituée par le président Mnangagwa a 3 mois pour rendre ses conclusions. Au Nigeria, le président Muhammadu Buhari est attendu demain mercredi à Maiduguri, dans le nord-est du pays, où il devrait procéder à l'ouverture de la conférence annuelle de l'état-major des armées. Cette conférence était initialement prévue à Benin City, dans le sud du pays, mais dans le contexte actuel d'explosion des violences, la présidence a décidé à la dernière minute de l'organiser à Maiduguri, alors qu'il briguera un second mandat à la présidentielle de février 2019, le bilan sécuritaire de Muhammadu Buhari est aujourd'hui très critiqué. L'opposition dénonce le manque de soutien du gouvernement à des soldats épuisés et sous-équipés face à Boko Haram. Restons au Nigeria, sur place, plus précisément à Maiduguri, où les habitants se sont regroupés lors d'une prière funèbre pour 4 agriculteurs tués lors d'une attaque de Boko Haram dans le nord-est du pays. Le drame est survenu lorsque des dizaines d'islamistes armés ont attaqué un groupe d'agriculteurs qui travaillaient dans leurs champs. Des combattants du groupe djihadiste Boko Haram ont tué près de Maiduguri 4 agriculteurs qui travaillaient dans leurs champs près de Didaripolo. À Maiduguri, les habitants se sont regroupés lors d'une prière funèbre pour les 4 agriculteurs tués. Quelques minutes après avoir garé mon vélo, 15 d'entre eux m'ont encerclé. Certains ont dit qu'ils devraient me massacrer, tandis que d'autres ont suggéré de me tirer dessus. Puis, ils m'ont demandé où j'habite, si j'étais du village, et ils m'ont dit que si je leur mentais, ils me tueraient. Ils ont changé d'avis, ils ne me tueraient pas, mais m'enverraient plutôt comme messager pour informer les gens du massacre et aussi pour avertir les soldats de la région qu'ils devaient se préparer. L'autre m'a dit de ne pas courir. Ils allaient juste me demander quelque chose. J'ai dit, qu'est-ce que vous vouliez demander? Puis j'ai dit à ma femme de fuir pour sauver sa vie. Puis j'ai commencé à courir. Ils avaient pris mon vélo, mais il a couru après moi. Puis j'ai entendu l'autre crier qu'il devait me quitter et revenir pour ceux qui étaient déjà dans ses mains.
Boko Haram a intensifié ses attaques contre les agriculteurs et les bûcherons qu'il accuse de relayer à l'armée des informations sur les mouvements des djihadistes. L'armée nigériane subit également des pertes de plus en plus importantes face aux djihadistes qui multiplient ces derniers mois les attaques de bases militaires dans le nord du Nigeria. Au Kenya, 3 employés chinois de China Road and Bridge Corporation ont comparu devant la justice à Mombasa pour corruption. Ils sont impliqués dans une arnaque présumée à la billetterie liée à un projet de chemin de fer et sont accusés d'avoir soudoyé les enquêteurs chargés de cette affaire. Reportage. Li Gan, Li Xiaowu et Sul Sin sont les cadres de la China Road and Bridge Corporation, la compagnie qui a construit et opère la ligne ferroviaire Nairobi-Mombasa, inaugurée en grande pompe par le président Uhuru Kenyatta en juin 2017. Accusés d'avoir proposé des pots de vin à des policiers en charge d'une enquête visant leur entreprise, ils ont été inculpés ce lundi. Selon l'accusation, les 3 hommes auraient offert un total de 900 000 shillings kenyans, soit 6 800 € à des policiers de la direction des affaires criminelles pour qu'ils ferment les yeux sur des malversations présumées. Les 3 suspects qui nient les faits ont été maintenus en détention provisoire en attendant que le magistrat se prononce vendredi prochain sur leur demande de remise en liberté sous caution. Les 3 ressortissants chinois avaient été arrêtés vendredi dernier par la commission anticorruption kenyane. Le Kenya et la Chine entretiennent globalement de bonnes relations diplomatiques. La Chine a ainsi financé 90% des 2,8 milliards d'euros pour la construction de la ligne Mombasa-Nairobi. Mais plusieurs incidents sont venus cette année entamer ces bonnes relations. Le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman est en visite en Égypte où il a été accueilli à l'aéroport du Caire par le président Abdel Fattah al-Sisi. Son séjour s'inscrit dans le cadre de sa première tournée à l'étranger depuis l'affaire Khashoggi. Les images. Après les Émirats arabes unis et Bahreïn, Mohammed Ben Salman foule le sol égyptien. Cette tournée est la toute première qu'effectue le prince saoudien à l'étranger depuis l'affaire Khashoggi. Il a été accueilli à son arrivée à l'aéroport du Caire par le président Abdel Fattah al-Sisi, avec qui il doit échanger notamment sur le renforcement des relations bilatérales et sur des questions régionales d'intérêt commun. La tournée du prince héritier est effectuée sur instruction de son père, le roi Salman. Sa dernière visite en Égypte date de mars 2018. À cette occasion, Riyad et le Caire ont mis en place un fonds commun d'investissement d'un total de 16 milliards de dollars. Au pouvoir depuis 2014, le régime de Sisi a considérablement renforcé les liens avec le Caire et les pays du Golfe, en particulier avec l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. Notons qu'après l'Égypte, Mohammed Ben Salman mettra le cap sur la Tunisie, où des syndicats et des associations ont appelé à manifester contre sa venue. Sa visite sera la première d'un membre de la famille royale saoudienne depuis la révolution de 2011 en Tunisie, qui a chassé du pouvoir Zine El Abidine Ben Ali, réfugié depuis lors en Arabie saoudite. Fin de ce JT, merci de l'avoir suivi.